Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence pour cette table ronde qui est articulée autour d'une question peut-être un peu générale, mais qui nous permettra, dans le débat, de bien comprendre quels sont ces enjeux liés aux projets à impact. On parle beaucoup aujourd'hui de projets à impact, et il nous semblait intéressant, avec les intervenants que je vais vous présenter maintenant, de bien définir quels étaient finalement les enjeux pour quel acteur par rapport à ces projets à impact. Donc, dans l'ordre de passage, je vais vous présenter rapidement les différents intervenants. Moi-même, je suis donc Isabelle Nicolaï, je suis économiste de l'innovation et je travaille depuis de nombreuses années maintenant sur les questions d'évaluation et de pilotage de pratiques, on va dire, responsables. Et je suis responsable du MBA Management de la RSE et performance des organisations de l'Institut Léonard de Vinci. Dans l'ordre de passage, je laisserai la parole ensuite à Farid Badache, je vous en prie. À Farid Badache, qui est président et cofondateur de XAPA. Donc, c'est un cabinet de conseil qui s'appuie sur l'amélioration des performances environnementales, sociales et éthiques pour innover et améliorer la compétitivité des stratégies et des activités des entreprises. Ensuite, je laisserai la parole à Éléonore Bedel, en charge des investissements responsables chez BNP Paribas Wealth Management. Donc, Wealth Management, c'est la filiale de la banque privée BNP Paribas, dédiée finalement à la gestion de la fortune de particuliers. Ensuite, je laisserai la parole à Yann Leroy, enseignant-chercheur à Centrale Supélec. Au sein du laboratoire de génie industriel, il exerce son activité autour de la conception des systèmes industriels durables et de l'ingénierie de l'innovation. Et dans le cadre de cette chaire, il nous fera part finalement des travaux réalisés dans la chaire Pilotage de l'économie circulaire, dont il est le responsable, créée par Centrale Supélec avec le SIOM, le syndicat des ordures ménagères, et la communauté de Paris-Saclay. Et enfin, en tant que représentant de la communauté d'agglo de Paris-Saclay, nous avons Jean-François Vigier, qui est le vice-président économie circulaire et déchets ménagers, qui nous parlera donc dans ce cadre des activités liées à cette réflexion sur le pilotage de projets à impact sur un territoire. Donc vous voyez que nous avons différentes échelles de réflexion pour différents acteurs, et l'enjeu de cette table ronde, c'est bien sûr de traiter de ces questions d'impact investing et de voir comment les acteurs pourraient finalement se mettre d'accord sur, on va dire, un programme d'élaboration et de développement de ces projets qui sont extrêmement pertinents pour la transition écologique et inclusive. Farid, s'il te plaît, c'est à toi. Je remets mon masque et je te laisse la parole. Je vais... Non, je ne l'ai pas. Ah, bon, voilà. Déjà, quelle est la définition effectivement de l'impact investing? Par contre, je vais te demander de venir à la chaire parce qu'on est filmé. Bonjour tout le monde. Je retire mon masque 2 secondes, comme ça vous voyez ma tête. Voilà, c'est moi, Farid Badache. Enchanté. Juste pour introduire très brièvement le sujet. Donc, XAPA.org, c'est une organisation dont je suis le président. Effectivement, on a 3 piliers d'activité qui sont très en lien avec le cœur du sujet. On fait effectivement du conseil, on fait aussi de l'investissement impact et on fait du plaidoyer. En fait, la chaîne étant tout à fait liée, puisque nous avons été créés comme structure visant à accélérer la contribution des investisseurs et des entreprises aux grands enjeux qui sont les suivants: économie circulaire, changement climatique, transition énergétique et respect des droits humains dans les activités, économie inclusive, on appelle ça aussi. Donc on travaille sur ces 3 activités-là. Par le conseil, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la cartographie, on fait de l'accompagnement stratégique pour vraiment identifier les points clés sur lesquels on peut identifier des leviers d'accélération. Après, avec notre levier d'impact, on travaille principalement sur 2 thématiques aujourd'hui. Il y a le levier qu'on instrumentalise, qui est le levier du digital, et le levier de la mise à disposition de liquidités, de financement, qui permettent de mettre en place des programmes qui permettent en fait de pouvoir changer l'échelle, la rapidité avec laquelle des acteurs, des investisseurs qui veulent mobiliser des ressources sur ces questions-là, ou des industriels, des filières qui veulent accélérer, amplifier leur démarche, ont en fait les ressources. Puis avec le digital, on réfléchit à comment manipuler aussi de la complexité et de l'échelle.
Et le troisième levier, c'est celui de plaidoyer, parce qu'on est organisé depuis le début en entreprise à mission, donc on est .org, et sur notre site internet, l'essentiel de nos ressources est accessible en open source, téléchargeable. Par exemple, en début d'année, on a sorti un rapport qui s'appelait Towards 2030, où on montre comment sur cette décennie, une décennie qu'on considère comme étant une décennie marquée par de nombreuses turbulences, on en a une première, on a avec des masques dans la salle, mais il y en a plein d'autres qu'on voit venir, associés au cœur de sujets sur lesquels on travaille. On pense qu'il est urgent d'accélérer et d'amplifier les démarches. Bon. Pour cadrer un petit peu le sujet par rapport à ce qui m'avait été demandé, ah oui, j'avais oublié de dire, en fait, on travaille avec un certain nombre de clients sur notre site internet. Vous pouvez voir, notamment, je pense, dans la section qui doit s'appeler partenaires, un certain nombre d'entreprises. On travaille avec toutes sortes de secteurs, toutes sortes d'investisseurs. On a une structure très internationale, en fait. Notre bureau est à Paris, mais on travaille aussi avec un certain nombre d'acteurs qui sont basés un peu partout dans le monde. Et on a des programmes, du coup, qui reflètent un petit peu ce que nous sommes. Donc, on peut être ancré tout à fait dans des territoires en France. On a des programmes qu'on met en place qui sont très, très ancrés dans nos territoires. Et puis, à côté de ça, on a d'autres choses en Indonésie, en Inde, voilà. Pour cadrer le sujet, très simplement, en fait, j'avais un petit slide, mais peut-être que par la suite, on pourra vous les diffuser. En fait, c'était de dire qu'on a, d'un point de vue financier, tout un ensemble, et ça fait des décennies en fait que des outils se mettent en place, tout un ensemble de mobilisation des acteurs financiers, enfin de la manne financière, qui vont plus ou moins s'ancrer dans des réalités territoriales précises, ou être dilués, je dirais, dans des fonds, et donc regarder les choses de plus loin. Et évidemment, du coup, on va parler à une extrémité, on va voir par exemple ce qu'on va appeler l'investissement socialement responsable. Donc vous avez un fonds, vous avez des critères d'exclusion, de sélection, et sur lesquels vous voulez investir. Alors par exemple, vous ne voulez surtout pas que votre argent travaille sur de l'alcool, par exemple. Donc ça, c'est une typologie. Vous avez des typologies plus larges qui sont des typologies sur des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans lesquels vous avez des fonds. Vous allez vouloir que ces fonds travaillent, donc des liquidités qui travaillent dans des univers d'investissement, tant qu'à faire avec du rendement, avec des degrés de risque que vous allez vouloir évaluer. Là-dedans, vous allez factoriser de l'évaluation extra-financière dans la facturation du risque. Ça peut être une demande des personnes détenteurs de ces fonds-là, ou ça peut être un levier de gestion de ces risques-là. Là, vous êtes dans des univers où vous avez grosso modo aujourd'hui, dans la masse financière internationale, on estime qu'on a à peu près 300 trillions d'actifs financiers qui circulent dans le monde. Ça peut être toutes sortes d'actifs. Et ça peut représenter grosso modo 45. Alors c'est à la grande louche, mais ça donne quand même des ordres de grandeur. Après, vous avez donc tout ça, ce sont des logiques en fait de fonds qui sont sélectionnés, voilà, qui permettent d'identifier des critères. On a généralement une faible connaissance je dirais de l'économie réelle dans laquelle ça va être attaché. Après, à la jonction, où on se rapproche un peu plus de l'économie réelle, et on va rentrer dans le cœur du sujet aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les fonds d'impact. Alors, les fonds d'impact, ça va être des fonds qui vont se structurer avec un objectif très précis. Moi, je veux soutenir l'économie circulaire. Aujourd'hui, l'immense majorité des fonds dits d'impact, ce sont des fonds qui vont sélectionner des entreprises. Par exemple, ça peut être des startups innovantes dans lesquelles on va mettre de l'argent parce qu'il y a une technologie, parce qu'il y a un positionnement qu'on veut valoriser, parce qu'il est extrêmement bénéfique dans une logique d'économie circulaire, par exemple. Mais évidemment, vous allez rechercher aussi du rendement. Donc ça veut dire que derrière cette logique-là, ce fonds-là, par exemple, vous avez 100 milliards dédiés à... 100 millions, pardon, excusez-moi. 100 millions dédiés à l'économie circulaire dans un fonds. Ce fonds-là, on se rapproche beaucoup plus des bénéficiaires, en fait. On dirait d'économie réelle, on les identifie. Et puis donc, du coup, on va participer au développement de ces entreprises-là en recherchant un retour sur investissement et puis à la fois une logique un petit peu d'économie un impact positif. Nous, là où on travaille le plus aujourd'hui, c'est en fait la constitution de fonds, par exemple sur des filières. Donc on crée des logiques en fait par exemple de véhicules ad hoc qui permettent de pouvoir financer un bassin, un territoire sur lesquels on mobilise des fonds. Donc on n'est pas dans la logique d'investissement dans une start-up, on est plutôt dans une logique d'investissement par exemple dans une filière. Donc en fait on crée un compte en fait dédié qui permet de mobiliser de la ressource qui donne des droits de tirage à plusieurs acteurs, par exemple sur un territoire ou dans une filière, qui permettent de pouvoir notamment investir dans de la transition énergétique ou de déployer des formations. On fait ça sur des chaînes agroalimentaires par exemple. Mais c'est exactement la même logique. Vous avez un fonds, vous définissez du rendement, un retour sur investissement, et par contre vous mesurez, vous êtes redevable d'être capable de mesurer l'impact et de prouver comment vous êtes parti d'un point A à un point B en améliorant les choses. Ensuite, pour aller encore plus loin, vous avez aussi quelque chose qui sort un petit peu de ces logiques de marché,
ou d'investisseurs, et puis qui sont en fait des fonds qui sont portés en intra-entreprise ou portés par des collectivités, où on se détache de la réalité, enfin de la recherche de retour sur investissement, et on se dit simplement on a besoin d'investir dans de la transformation. Et puis dans ce cas-là, je dirais, vous êtes peut-être les unes, les uns porteurs dans des organisations où tout le temps il y a des projets qui se font, et puis c'est des projets de transformation qui sont importants pour l'avenir de l'entreprise, et puis on n'est pas forcément en train de piloter du retour sur investissement dès le début, mais on sait qu'il faut le faire parce que ça participe de la transformation de l'entreprise. Donc par exemple, investir dans une nouvelle technologie. Dans des nouveaux packaging. Là, j'ai accompagné un projet comme ça là, très récemment. Un nouveau packaging, il y a de la vie et de l'avenir de l'entreprise. Pour autant, vous allez essayer de réfléchir quand même sur cette notion d'impact. J'arrêterai là pour qu'on ait une discussion, mais là vous avez comme ça tout un panel. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je vous avais dit on est sur de l'ESG par exemple, on peut être à peu près à 45 trillions. Sur du fonds d'impact, on est sur des sommes qui augmentent de manière exponentielle. Vous avez un site internet qui s'appelle GINN, qui est un site assez reconnu sur tout ce qui est fonds d'investissement impact. Vous êtes sur aujourd'hui des prévisions à 12 trillions dans la décennie qui vient. En fait, ça dépend un petit peu de comment on le qualifie. Mais dans la décennie, ça veut dire que si d'un côté on a 45 trillions déjà existants, de l'autre côté aujourd'hui vous n'êtes pas du tout là. Vous êtes beaucoup plus sur 1, 2, 3 trillions. Enfin, c'est pas du tout les mêmes montants. Et après, en transverse, ça serait peut-être un sujet aussi d'échange avec les autres intervenants. Une des vraies difficultés sur l'ensemble de ce panel-là, c'est la rigueur et la manière dont on peut travailler sur la question de la mesure d'impact. Parce que plus vous êtes corrélé à une réalité opérationnelle, plus quelque part la mesure d'impact est facile. Mais en même temps, plus c'est difficile de tirer des généralités sur des cas extrêmement particuliers. Et plus vous êtes sur par exemple, de la gestion de fonds, plus la mesure d'impact, à la fois, elle est un petit peu, elle est compliquée parce que vous êtes sur des actifs, et du coup, sujet à controverse, critiqué, mais en même temps, elle a la pertinence quand même d'irriguer de la décision d'investissement sur des panels, puisqu'on recherche de l'impact, qui sont quand même plus larges. Donc il y a une tension fondamentale là-dedans qui n'est pas simple. Voilà. Merci Farid. Donc l'impact investing, c'est vraiment une approche avec un risque identifié, très proche de la réalité opérationnelle, avec la nécessité pour ces projets d'allier à la fois rendement économique, mais aussi mesure effective des risques environnementaux et sociaux. Et donc l'enjeu, il est effectivement pour l'ensemble des partenaires, des parties prenantes, d'essayer de comprendre, piloter et surtout mesurer les évaluations de tels fonds. Alors, ces partenaires, il y a en partie notamment les investisseurs. Et donc, je vais laisser la parole à Éléonore Bedel de BNP Paribas Wealth Management pour nous présenter les enjeux vus côté investisseurs. Merci Isabelle. Alors, vous me direz si vous ne m'entendez pas avec le masque, j'enlèverai, mais sinon je le garde. Alors, effectivement, quand on passe dans le domaine de la banque privée c'est la gestion de la fortune des particuliers fortunés, qui ont donc des décisions à prendre et une responsabilité pour la gestion de leur fortune et savoir où est-ce qu'ils vont la placer. Quel est le futur qu'ils ont envie de soutenir avec leurs investissements. Et alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de produits disponibles. Autant il y a 20 ans, c'était vraiment très compliqué. Autant aujourd'hui, on peut, quand on a besoin de constituer un portefeuille diversifié dans un grand nombre de classes d'actifs, trouver des déclinaisons responsables dans chacune de ces classes d'actifs. Donc, Farid parlait des fonds, mais il y a aussi dans les actions, dans les obligations, c'est-à-dire quand on investit directement en equity ou en dette dans des entreprises. Il y a les ETF aujourd'hui, la gestion passive qui va avoir une logique responsable. Il y a des produits structurés qui ont des structures extrêmement intéressantes. Il y a bien entendu le private equity, quand on va investir directement au capital de l'entreprise, dans une entreprise non cotée. Et il y a également tout ce qui est immobilier non coté qui peut aussi permettre d'aller dans ce genre de direction. Donc aujourd'hui, on a du côté au non coté beaucoup de possibilités. La difficulté, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qui est vraiment responsable, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui n'est pas du greenwashing, du ODD washing, du tout ce qu'on veut washing, qui fait qu'on est réellement dans du responsable et pas dans du marketing. Ça, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie recherche de la part de clients particuliers qui n'ont pas forcément la connaissance financière et la connaissance de ces domaines pour arriver à juger si c'est réel ou si c'est juste du marketing. Alors, aujourd'hui, on peut créer un portefeuille diversifié, ça c'est une très bonne nouvelle parce que les solutions existent. Ce qu'il faut donc, c'est aider les clients particuliers à se retrouver dans tous ces produits disponibles. Alors,
comme il n'y a pas de standard de marché, il y en a un petit peu du côté des fonds dans certains pays, mais pas dans tous les produits, nous, on a créé une méthodologie de notation de durabilité interne, où on va regarder pour chacune des classes d'actifs le niveau de responsabilité embarqué dans le produit, si je peux l'appeler de la sorte. Et ça permet de catégoriser, alors sur une échelle de 0 à 10, mais bon, peu importe, le niveau de durabilité des produits, qu'ils soient catégorisés comme étant responsables ou qu'ils ne le soient pas. Parce que même quand ils ne le sont pas, en tout cas d'un point de vue marketing, ils ont parfois un peu de responsabilité embarquée, parce qu'ils ont des exclusions, comme le disait Farid tout à l'heure, ou parce qu'ils vont faire du vote aux assemblées générales, parce qu'ils vont avoir de l'engagement auprès des entreprises investies. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Et donc, l'essentiel, c'est vraiment d'arriver à apporter l'information aux investisseurs pour qu'eux puissent être maîtres de leurs décisions et dire, moi, le niveau de durabilité que je veux pour mon portefeuille, il est là, ou il est là, ou il est là. Alors bien entendu, dans notre échelle, plus on approche du 10, plus on a de l'impact embarqué, parce que ça fait partie des critères qu'on va regarder. L'impact, il faut qu'il soit intentionnel, il faut qu'il soit mesurable, mesuré et reporté, et si possible, qu'il y ait de l'accompagnement avec. L'accompagnement, c'est qu'on n'est pas juste prêteur ou investisseur, mais qu'on va également accompagner l'entreprise pour optimiser et son impact et son rendement financier. Le rendement financier, il est indispensable. On parle d'impact investing, donc on attend un retour sur cet investissement. Le retour sur investissement, il est variable. Et là, j'en arriverai à une définition parallèle à la définition tout à l'heure de ce qu'est l'impact investing, c'est la définition selon les clients. On a autant de définitions de ce qu'est l'impact associé à un investissement qu'on a de clients qui attendent cet impact. Un même produit, il va pouvoir être suffisant niveau impact pour quelqu'un et totalement insuffisant pour d'autres. Et ça, c'est vraiment clé, c'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 100, on a des clients partout. Donc un même produit ne va pas s'adresser à tous les clients. Alors, ne serait-ce que parce que leurs attentes d'impact sont différentes, mais aussi parce que leurs profils financiers sont différents. On peut avoir envie de changer le monde, mais si on n'a pas assez d'argent, il va falloir qu'on trouve des solutions alternatives. Ce ne sera pas forcément avec son patrimoine, ça peut être avec son énergie, avec ses bonnes idées, avec son expérience, avec énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment clé, et c'est pour ça que nous, d'un point de vue banque, il est de notre responsabilité d'expliquer à nos clients que l'impact investing existe, qu'on peut investir de manière responsable son patrimoine, mais il faut surtout déjà les aider à déterminer de leur côté qu'est-ce qu'ils attendent réellement de leurs investissements. C'est hyper important. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, si vous êtes ici, certainement que oui, mais ne serait-ce que quand vous regardez les 17 ODD, lire les 17 ODD, ça permet déjà de cadrer dans son esprit en se disant « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Effectivement, ça me parle, ça me parle pas. Moi, je suis plutôt 12, moi, je suis plutôt 5, moi, je suis plutôt 1, moi, je suis plutôt les 3 en même temps. » Et il y en a qui vont être plutôt environnementaux, d'autres plutôt sociaux. Mais en fait, cette question, elle est essentielle. C'est le début. Qu'est-ce que moi, j'attends pour mon argent? Et vous avez tous des réponses différentes. Et c'est des réponses auxquelles il convient, nous, à ce qu'on apporte une réponse, bien entendu. Il faut savoir que l'intérêt des clients, ce n'est pas une surprise, il augmente d'année en année. On fait une étude sur l'intérêt des entrepreneurs dans leurs investissements, et on voit qu'en 18 mois, il y a 70% d'entrepreneurs de plus qui veulent investir de manière responsable. En 18 mois, c'est absolument gigantesque. Si on va sur la catégorie milléniale de ces entrepreneurs, alors les entrepreneurs, c'est une catégorie un peu à part, parce que bien sûr, ils ont envie d'être acteurs, ils veulent faire changer les choses, etc. Ils prennent les choses en main. Quand on est sur les millénipreneurs, comme on les appelle, on est sur un pourcentage encore supérieur. Parce qu'ils sont prêts à créer des choses si elles n'existent pas. Parce que ce qui est génial avec notre sujet, c'est que c'est un vecteur d'innovation absolument incroyable. Quand ça n'existe pas, qu'à cela ne tienne, quels sont les outils à notre disposition, qu'est-ce qu'on a comme imagination, on fait de la recherche, on essaye, on s'allie entre concurrents ou partenaires et on trouve des nouvelles solutions. On voit des nouveaux produits arriver tout le temps. Quand j'ai commencé dans ce domaine il y a 10 ans, un peu plus maintenant d'ailleurs, on avait des fonds de private equity, on avait des fonds de microfinance, on avait des fonds classiques. Depuis, il y a eu, bien sûr, les actions et les obligations aussi, hein, c'est évident, mais maintenant on a des produits structurés formidables, vraiment à impact, avec de l'impact mesuré, mesurable. On a des green bonds qui sont arrivés, on a des tas de choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui ont cette couleur que les clients aiment, c'est qu'ils arrivent à comprendre ce dans quoi ils investissent. Ça a une thématique qui leur parle, et cette thématique, elle est clé. Alors, je vais en venir au sujet de l'économie circulaire, parce que je vais passer la parole à mon successeur, mais ce qui est important, c'est donc, les innovations sont clés, les partenariats pour créer des produits qui n'existaient pas sont clés également,
et les partenariats publics-privés notamment, des partenariats entre de la philanthropie et des capitaux privés, parce que c'est comme ça qu'on arrive à dérisquer une partie du capital pour qu'il y ait plus de monde qui aille dans des domaines où on veut avoir de l'impact, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. On regarde cet impact et on essaie de trouver la solution. Soit c'est que des capitaux privés, soit c'est des agences de développement avec des capitaux privés. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et donc, ces innovations, elles vont avoir pour trait de trouver des solutions et de permettre d'avoir des impacts, d'orienter la manne financière vers ces impacts potentiels. Et quand on fait ça, le plus important, c'est de définir de quoi on parle. Et alors, quand on parle d'économie circulaire, c'est hyper compliqué, parce que souvent, l'économie circulaire, c'est une partie de la chaîne de valeur d'un produit, une partie de la chaîne de valeur d'une entreprise. Et donc, ce qu'elles font super bien sur une partie, ça les exemples pas forcément de tout ce qu'ils font par ailleurs, qui est plus ou moins bien vu de la part des clients particuliers. Donc, je conclurai juste en disant que c'est des domaines assez complexes. Et il y a des thématiques assez classiques où on parle d'environnement, tout le monde comprend, plus ou moins, c'est intuitif. Quand on parle d'eau, c'est intuitif. Quand on parle de social, même d'égalité homme-femme, là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des boîtes qui font des trucs super, mais c'est des boîtes qui ne sont pas bien vues. Et quand on parle d'économie circulaire, il y a des exemples géniaux, mais encore une fois, c'est des entreprises qui, même si elles ont un spectre d'action extrêmement vaste, parce qu'elles sont grandes entreprises et qu'elles peuvent montrer le bon exemple, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'elles font, et donc par ailleurs, elles peuvent être assez montrées du doigt pour d'autres parties, ou pour des choses qu'elles ont fait par le passé, qui sont du passé, et que les gens ont retenu. Donc, risque de réputation, il faut l'avoir en tête, ce qu'on a fait avant, c'est pas complètement oublié. Enfin, il y a énormément de choses. Alors, l'économie circulaire, c'est un sujet formidable, parce que c'est un sujet d'innovation, et c'est un sujet de solution pour ce qu'on a envie de voir apparaître pour demain. C'est le début des possibles, on ne s'arrête pas. Enfin, l'économie circulaire, je vous passe la parole parce qu'il est temps de passer dans le concret et voir ce que ça donne réellement quand on est le nez dedans. Mais côté investissement, le besoin qu'on a, c'est la preuve. Donc quand on crée des super projets, il faut que l'investisseur il en ait la preuve par ailleurs. Quand on vend de l'impact, il faut qu'on puisse prouver cet impact. Merci Éléonore. Et je vais laisser la parole à Yann Leroy, qui est responsable de la chaire pilotage de l'économie circulaire, qui est donc un des acteurs qui pourrait parler au nom des porteurs de projets à impact, qui effectivement essayent de prendre en compte les mesures effectives des contributions des activités industrielles pour qu'on ait finalement un langage commun entre investisseurs qui cherchent ce type de projet et les industriels qui veulent monter ces initiatives. Merci Isabelle. Bonjour, donc je vais enlever le masque, ce sera plus simple. Oui, donc là je suis enseignant-chercheur à la Centrale Supélec sur des problématiques d'ingénierie de la conception, notamment durables, dans lesquelles on réinjecte un certain nombre d'indicateurs autour de l'éco-conception, la mesure de circularité et les retombées à la fois pour l'entreprise. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler d'un projet, donc d'une chaire de recherche qui s'appelle Pilotage de l'économie circulaire. Le pourquoi de cette chaire, c'est qu'en réalité, on voit un fort attrait aujourd'hui pour les notions de circularité, à la fois dans les entreprises, mais essentiellement aussi poussé par les politiques publiques. Et donc, c'est un petit peu la course à la circularité. Pour autant, on nous demande d'être circulaire, on ne sait pas si c'est bien pour l'environnement, on ne sait pas si ça a de bonnes retombées sociales ou sociétales. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on ne vous donne pas les moyens en fait, d'arriver aux objectifs de circularité qui vous sont donnés, notamment par nos politiques publiques. Donc tout l'enjeu en fait, de notre chaire, c'est de trouver des indicateurs. Alors, c'est un peu à l'image des poupées russes, hein, je vous l'expliquerai, pour piloter au quotidien ou à court ou moyen terme des actions qui nous poussent à plus de circularité avec comme notion sous-jacente, c'est une meilleure performance environnementale, un bien-être social et sociétal plus important et bien entendu une rentabilité économique. L'enjeu, c'est également d'aligner des notions qui sont stratégiques, donc à plutôt long terme, des notions tactiques qui sont à moyen terme, et aussi du pilotage au quotidien, de sorte à maximiser cette performance environnementale. Alors le volet principal dans cette chaire, et nous, on y croit beaucoup puisqu'on est dans un laboratoire d'ingénierie industrielle, c'est qu'il nous faut passer par le terrain. Donc on est dans une chaire aujourd'hui qui est multisectorielle, multipartenaire, qui regroupe des partenaires privés mais également des organismes publics. On parlera tout à l'heure du SIOM, donc le syndicat intercommunal d'ordures ménagères qui se situe à Bure-sur-Yvette et la communauté d'agglomération Paris-Saclay, également des investisseurs privés
comme Vale NC, un groupe producteur de nickel aujourd'hui, RTE qui devrait nous rejoindre notamment pour la gestion de son parc de distribution d'électricité, et puis des acteurs un petit peu satellites, je pense à la SNCF Réseau, qui vient nous questionner sur les modalités d'investissement dans les grands projets SNCF. Donc on parle de projets qui tournent, les plus petits projets tournent autour de 20 millions, ce qui est assez conséquent pour l'entreprise. Donc partant des problématiques terrain, on va identifier des problématiques. Sur ces problématiques, on va essayer de trouver un certain nombre de sets d'indicateurs qui permettent de rendre compte de cette performance, et ce à plusieurs échelles, encore une fois, très opérationnelles au quotidien, tactique et stratégique. L'autre particularité de cette chaire, c'est qu'elle mixe à la fois, donc, et ce sera moi le représentant en l'occurrence, des activités de conception, d'opération des activités industrielles, et de l'autre côté, plutôt un volet économique, donc, Isabelle représente cet aspect-là, sur comment réintégrer ce type d'indicateur dans des investissements. Et je dirais que la problématique actuelle, encore une fois, c'est qu'on n'investit que sur du potentiel. Aujourd'hui, on vous vend des matériaux qui sont très performants, des technologies qui sont très performantes, on va dire des projets ou des fonds qui, a priori, sont très performants. Pour autant, on ne reste que sur le potentiel. Les indicateurs, pour le moment, il nous manque aujourd'hui les indicateurs qui vont permettre de transformer cette potentialité en effectivité. Voilà, c'est tout l'enjeu en fait de notre chaire aujourd'hui. Je finirai juste en vous donnant un exemple qui nous plaît beaucoup, c'est l'exemple de Vale NC. Donc Vale NC, je vous l'ai dit, est un producteur de nickel, donc avec une production assez croissante aujourd'hui au vu de l'émergence du véhicule électrique et des véhicules autonomes. Et Vale NC, donc NC pour Nouvelle-Calédonie, est implanté, on va dire, dans un territoire qui est protégé et assez sensible en fait à la pollution. Alors, Éléonore l'évoquait tout à l'heure, ils ont un certain passif, puisqu'il y a déjà eu un petit accident industriel et une pollution, en l'occurrence chronique, qui a fait dépérir une partie du territoire. Donc il y a divers enjeux. Un, il faut redorer un petit peu l'image. Deux, il faut entraîner, j'ai envie de dire, les locaux pour plus d'acceptation de cette activité. Plus elle sera acceptée, plus elle pourra produire des richesses pour le territoire en question. Je crois que 80% des salariés de Vale NC sont bien des Calédoniens. Donc c'est quand même un fleuron, on va dire, pour la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce cadre-là, en fait, il leur faut de toute façon rester compétitifs, et l'ensemble de ces métriques permettront d'optimiser le processus à la fois d'extraction et de production de nickel. Donc on est plutôt à échelle micro au niveau du procédé. On est en train de rénover également la centrale thermique. On bascule de tout charbon sous 2 ans pour le basculer sur énergie renouvelable et potentiellement une centrale à gaz. Donc décarbonisation. Et le tout dans un écosystème un peu plus large, c'est-à-dire il faut répondre à la problématique de la politique environnementale adressée par Vale NC. Il faut répondre aux politiques territoriales qui ont été rédigées de manière conjointe avec l'ensemble des tribus et la collectivité. Et puis il faut également réinjecter un certain nombre de métriques qui ne sont pas des métriques de circularité à proprement parler. Je pense beaucoup à la préservation de la biodiversité. Donc vous voyez, tous ces enjeux dans le cadre de la chaire sont ce sera un peu la conclusion ou les mots à retenir. C'est très bien de travailler sur du potentiel. Si on n'est pas capable de rendre ce potentiel effectif, là, on restera à investir ou à décider uniquement sur des belles paroles, des belles images, sans garantie en réalité que la performance soit au rendez-vous. La deuxième chose, c'est que gardez en tête également que l'optimum en fait n'est pas la somme des optimums locaux, et donc il faut bien intégrer cet alignement multistrate, d'une part, à la fois dans l'entreprise, mais également avec nos partenaires et parties prenantes territoriales qui sont tout autour de nous. Donc l'enjeu est bien de trouver l'optimum global, encore une fois, qui est bien entendu un compromis entre l'ensemble des décisions de ces parties prenantes. Merci Yann. Et on voit bien que ces questions de projet impact, qui sont effectivement dans l'opérationnel, doivent aussi être portées par un autre acteur qui est incontournable, qui est le territoire. Et donc je vais laisser la parole à Jean-François Vigier, qui est vice-président de la communauté d'agglo de Saclay, pour
nous décrire également les initiatives menées par un acteur public. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le maire de Bure-sur-Yvette, en Essonne, vice-président de la communauté Paris-Saclay. Je préside également le SIOM, le syndicat d'ordures ménagères de la vallée de Chevreuse, dont monsieur vient de parler, et on est effectivement très heureux de participer à cette chaire qui est particulièrement prometteuse. Juste, si vous le permettez, je souhaiterais construire mon intervention sur les 3 strates territoriales que sont la commune, le syndicat de déchets que je préside, et puis la communauté d'agglomération, pour qu'on ait une idée. D'abord, vous dire que aujourd'hui, la transition, elle a rempli nos vies d'élus. Elle est partout. Et je dirais que depuis 3-4 ans, l'accélération a été exponentielle. On est passé dans nos communes de quelques personnes isolées qui avaient ces idées d'économie circulaire, de biodiversité, de vélo, qu'on regardait un peu de façon bienveillante, mais un peu étonnée aussi, à des réseaux très importants, organisés, d'experts qui ont des vraies connaissances sur tous ces sujets et qui aujourd'hui réorientent nos politiques publiques. Et on peut dire que dans une commune, j'ai déjà plusieurs exemples, les vélos, le vélo, on a fait un plan vélo dans ma commune en 2019, l'urbanisme, où j'ai participé à une table ronde la semaine dernière avec des promoteurs sur l'urbanisme local, et je leur dis, individuellement, collectivement, on ne pourra plus construire de la même façon dans les années qui viennent dans nos villes. On ne peut plus choisir sur une parcelle, un endroit, et puis construire une simple résidence. La nature doit être dans le projet, très fortement intégrée, et les activités socialisantes doivent accompagner le projet. C'est-à-dire qu'il faut des espaces pour que les gens s'y rencontrent, pour qu'ils fassent des activités communes, que ce soit de l'agriculture urbaine, que ce soit plein de choses, le travail sur la biodiversité. Donc, dans nos communes, cette question est partout, et dans ma commune, j'organiserai les 6 et 7 novembre les assises de la transition, parce qu'il y a un besoin de définir des priorités sur le mandat. Au niveau du syndicat des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse, la question est plus ancienne parce que nous sommes sur un sujet qui nous a obligés depuis plusieurs années à monter dans le train et à essayer d'être innovants sur toutes ces questions. Mon syndicat a une particularité, et c'est une petite fierté, c'est qu'en Île-de-France, c'est l'un des rares syndicats qui assure tous les chaînons liés aux déchets. Nous collectons, nos habitants trient, très en amont, nous collectons, nous traitons, nous brûlons et nous valorisons. Et en valorisant, nous produisons de la chaleur pour le parc d'activités de Courtabœuf et pour une partie des habitants de la commune des Ulisses. Et nous produisons de l'électricité que nous utilisons sur notre site et que nous revendons aussi à ERDF. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir toute cette chaîne à disposition sur un même syndicat. Nous sommes engagés dans un programme de réduction des déchets depuis 2011, qui nous a permis aujourd'hui de réduire de 7% la quantité de déchets sur le territoire. Cela passe par beaucoup d'actions de sensibilisation, d'information auprès de nos concitoyens, auprès des entreprises qui travaillent également avec nous. Je vous donne 2 exemples. Nous dotons maintenant quasi systématiquement, sur tous les secteurs pavillonnaires bien entendu, les habitants de composteurs. Et nous les sensibilisons à l'utilisation des composteurs. C'est pour nous, ce plan de réduction des déchets est pour nous l'une des priorités depuis 2011 affichées, et elle le sera encore dans les années qui viennent. Je peux vous donner aussi en matière sociale, nous avons mis en place une politique d'achat durable. C'est vrai que nos appels d'offres contiennent des dispositions environnementales, des écolabels, de l'émission de CO2 liée au transport, mais également nous demandons aux entreprises de s'engager sur le plan social en s'engageant à recruter des personnes en très grande difficulté sociale ou professionnelle. À titre d'exemple, notre collecteur Sepur s'est engagé sur 5000 heures par an, et Paprec, l'entreprise qui nous trie nos fameux bacs jaunes, nos emballages, s'est engagée sur 3000 heures. Donc c'est très important.
Et puis enfin, nous avons un projet de réalisation dans les 2 ans qui viennent d'une nouvelle déchetterie, d'une ressourcerie sur le plateau de Saclay. Et là aussi, notre cahier des charges comprend des demandes d'engagement en matière écologique, environnementale et sociale très importantes. Et puis, je voudrais aussi dire un mot de notre communauté d'agglomération. Notre communauté d'agglomération, c'est Paris-Saclay. C'est un bassin de vie de 300 000 habitants qui va en gros de Massy, Longjumeau, jusqu'à la frontière des Yvelines, avec Bure et Gif-sur-Yvette. Les faits se sont penchés sur notre berceau, puisque nous avons cette opération d'intérêt national qui est une chance inouïe pour un territoire. Il y en a peu en Île-de-France, et pour nous, c'est vrai, c'est une chance. Les grandes écoles, monsieur vient d'en parler, des entreprises, et sur un territoire à haute teneur environnementale. Pourquoi ? Parce que le plateau de Saclay est déjà ce qu'on appelait le grenier à blé de l'Île-de-France pendant très longtemps. Il y a encore des terres agricoles qui sont protégées. Et en vallée, nous sommes pratiquement, pour certaines communes, sur le parc de la vallée de Chevreuse, dans des villes avec un fort potentiel environnemental. D'où la question, évidemment, de créer des normes importantes pour les entreprises. Alors, je ne veux pas vous donner trop d'exemples, mais sachez que nous avons adhéré à un appel à projet qu'a lancé la Chambre de commerce de l'Essonne pour monter un projet d'écologie industrielle et territoriale. C'est-à-dire, sur les 2 ZAC que compose le plateau de Saclay aujourd'hui pour la réalisation de l'opération d'intérêt national, la ZAC du Moulon, la ZAC Polytechnique, nous avons décidé de rencontrer les partenaires économiques pour leur proposer justement de travailler ensemble, définir des opérations à caractère environnemental. Et c'était assez intéressant puisque de ces différentes réunions qui se sont tenues en 2017, en 2018, on a cheminé et nous avons essayé de mettre en œuvre un système de collecte des déchets mutualisé. Et ce qui nous a amené en 2019 à passer 2 appels d'offres qui nous ont permis d'assurer la collecte des déchets dangereux et des déchets non dangereux avec des partenaires dont une entreprise d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Risaclay, sur la ZAC spécifique d'activité de Courtabœuf. Voilà donc quelques exemples pour vous montrer que les territoires maintenant sont engagés. Mais je veux le redire aussi, nous sommes engagés parce que nous y croyons, mais parce qu'aussi nous sommes soutenus et encouragés par nos citoyens. Et ça, je pense que c'est un point important à prendre en compte. Merci. Merci. Donc l'ambition de cette table ronde, c'était de vous montrer que ces projets impactent. Et je pense que la diversité des exemples qui ont été repris vous le montre. Ce sont des projets inter-parties prenantes, interstrates, sur la chaîne de valeur, source d'innovation et donc d'opportunités pour améliorer la performance, mais on va dire globale ou systémique de l'économie. Ces projets sont caractérisés par la nécessité d'avoir finalement des référentiels communs de mesures, parce qu'on parle de risques identifiés, on parle de mesures effectives de suivi. Et donc l'enjeu pour l'ensemble des acteurs qui travaillent tous sur ces questions, mais peut-être de manière séparée avec leur propre focus, c'est effectivement de construire ce référentiel de mesures. Qu'est-ce qu'on mesure ? Pourquoi on le mesure ? Comment on le mesure ? Et donc du mode opérationnel, passer au mode quels sont les modèles d'affaires ? Quels sont les impacts ? Est-ce que c'est l'ensemble des impacts ? Comment est-ce qu'on les combine ? Parce que forcément, vous avez des effets rebonds sur chacun d'entre eux. Donc aujourd'hui, la dynamique sur ces projets, et c'était l'ambition de cette table ronde, et je voudrais remercier nos intervenants pour avoir montré la diversité des réflexions sur ces projets impact, c'est vraiment ces questions de mesure d'impact, comment on mesure et qu'est-ce qu'on mesure. Je vous remercie. Si vous avez des questions, alors de ce que j'ai compris, vous pouvez poser des questions de votre place, et peut-être si vous avez identifié un intervenant, je vous en prie, posez la question directement. Sinon, on essaiera d'y répondre. Je vous en prie. Pour M. Badage, peut-être, dans les 12 trillions qu'on attend la prochaine décennie, dans l'impact investing, est-ce que vous pensez que la part des actions cotées, ou la part du côté va augmenter par rapport aux entreprises, etc. Pas tant que ça.
Il y a plutôt, en fait, il y a une étude du GINN qui sort tous les ans là-dessus et qui montre elle est réelle, mais en fait, son augmentation n'est pas corrélée à l'augmentation de la mobilisation totale de capital. Ce qui veut dire qu'elle risque plutôt de baisser dans le... Pas en valeur, mais en pourcentage. Donc en valeur, elle augmente quand même. Vous avez une étude du GINN là-dessus. Vous pouvez, GINN.org, vous retrouvez ça tous les ans. Ouais. Global Impact Investing. C'est ça. Ouais, donc GIIN, oui, depuis tout à fait. pour Impact Investing, Impact Investing. il y a deux. Il y a deux I. Je vous en prie. Moi, j'ai une question, une remarque. Je rebondis sur la question des référentiels. Est-ce que vous pensez pas plutôt qu'il y en a trop des référentiels et que c'est pas la peine d'en ajouter un? Vous venez de parler du lien avec Iris derrière. Il y a les 17 ODD, il y a Business Impact, il y a Bicorp qui développe un Business Impact Assessment avec son propre référentiel. Il y a Impact franco-canadien qui aussi sa grille. Donc l'Europe est en train d'en rajouter un probablement du côté ISR avec la taxonomie. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Donc est-ce que le problème c'est pas plutôt d'en choisir un une fois pour toutes? Après il est évolutif forcément, parce que le monde change, mais plutôt qu'en ajouter un. Et la question que je pose, celui ou celle qui se dévorera pour répondre, c'est lequel vous préférez parmi ceux que j'ai cités ou que je n'ai pas cités? Moi, je vais peut-être tenter un début de réponse, c'est que ils vont tous être des standards pour des choses différentes. Donc, en fait, tous ceux que vous avez cités, ils sont venus prendre des places vacantes qui n'existaient pas, donc ils sont venus essayer d'apporter un cadre dans certains domaines, mais ils vont tous pousser dans une direction qui lui est propre et qui sont complémentaires. Alors, le Bicorp, ça s'adresse aux entreprises, donc c'est un modèle d'être en tant qu'entreprise avec une mission, d'être une entreprise à mission. Quand on prend les 17 ODD, c'est une façon de trouver les différents objectifs qu'on peut avoir en tant qu'entreprise ou en tant que gouvernement, enfin de toutes les parties prenantes, exactement, de se dire dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont les clés qu'on me donne et comment est-ce que je prends ces clés pour me les approprier aussi et en faire quelque chose. Donc c'est encore quelque chose de différent. Mais on peut être une bicorp, on va justement être une bicorp en appliquant les 17 ODD, les deux sont tout à fait complémentaires. Les 17 ou une partie des 17 d'ailleurs. Ensuite, chacun de ces référentiels aujourd'hui est utile. Ce qu'on note à chaque fois qu'il y a une multiplicité, c'est que on élargit énormément le nombre de référentiels pour ensuite en tuer la plupart et arriver à quelque chose qui va converger sur un petit nombre. Mais pour chaque catégorie, il y en aura un petit nombre. C'est ce qu'on a vu sur la microfinance par exemple. Au début des années 2000, on a commencé à avoir un certain nombre de façons de mesurer l'impact de la microfinance. On en a eu 3, 4, 5, 10, 15, 100, et puis hop, on est revenu sur 3. Et c'est comme ça que c'est naturel, en fait, c'est de la sélection naturelle. Donc là, on en est encore à la phase exponentielle, et on va revenir à quelque chose, mais on en a pour quelques années encore, je pense. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées qui vont nous trouver les solutions. Merci. Merci, monsieur, au fond. Deux questions. Peut-être la première question sur les indicateurs. Ne pensez-vous pas qu'il y a parfois certaines actions qui ne sont pas mesurables d'un point de vue quantitatif, donc avec des chiffres, mais en fait, tous les éléments de la vie ne peuvent pas se résumer à des chiffres, c'est bien la difficulté de l'évaluation d'impact. Ouais. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on l'intègre dans la prise de décision? Et deuxième question, peut-être pour monsieur le maire et aussi pour l'ensemble des acteurs de financement, si on se place d'un point de vue de stratégie d'aménagement du territoire, sur l'impact investing, ma question c'est comment on fait en sorte qu'un territoire qui a un projet assez intéressant, parce qu'une gestion des déchets en régie totale c'est quand même assez rare, comment on fait en sorte que ce genre de projet soit financé par des mécanismes financiers assez complexes comme l'impact investing, justement pour combiner financement public et privé, parce qu'en général ce genre de structure financière est dédiée à des gros projets d'infrastructure avec des contreparties publiques qui doivent avoir la capacité technique de mettre en place les contrats. La question c'est comment est-ce qu'on territorialise ces investissements en dehors de fonds dédiés comme ça peut exister. J'étais bien juste sur la première question.
Moi, je me suis cassé la tête depuis vraiment beaucoup d'années sur les indicateurs. Et donc, j'ai 2 sujets comme ça sur lesquels je suis complètement d'accord. Évidemment, tout ne se réduit pas à des chiffres. Pour autant, on arrive quand même à des... quand on travaille sur les droits de l'homme, par exemple, et moi, je travaille des fois sur des bassins, on se pose des questions sur comment on fait sortir d'inégalité des gens, les questions de l'accès, enfin, la pauvreté, les salaires décents. Vous pouvez trouver un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas les indicateurs directs, les indicateurs, je dirais, contextuels, qui vous permettent de voir comment, en partant d'un point A à un point B, vous améliorez quand même, il y a quelque chose qui s'améliore. Et ce quelque chose qui s'améliore par effet de biais améliore en fait la vie très concrète d'un certain nombre de gens. Donc ça, c'est une manière de traiter ça par effet de biais. Une autre manière, pour prendre un sujet complètement différent, aussi qui est évidemment imparfait, mais qui est une autre manière d'approcher quand même les choses, c'est sur les questions de biodiversité. Je travaillais sur un projet où on s'est rendu compte que finalement, le meilleur indicateur qu'on avait trouvé, parce que c'est tellement compliqué, c'était en fait la non-artificialisation des sols. Limite, ça peut rebondir sur ce qui a été dit, c'est en fait, on sait qu'on a X hectares qui sont non construits, et que l'artificialisation des sols, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui détruit de la biodiversité. Donc tant qu'on est capable de maintenir de la non-construction sur X, on est capable, par effet de biais, et avec toutes les imperfections que ça, parce que ça ne veut pas du tout dire qu'on touche à... Enfin, c'est très 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 imparfait. Mais voilà, on peut comme ça essayer de travailler sur des éléments, je dirais, qui permettent d'approcher, de trianguler une certaine vérité avec beaucoup de limites. Oui, sauf que ça c'est merveilleux quand le terrain n'appartient pas à des gens et qu'il n'est pas en zone constructible. Parce que le principe de la non-artificiation des sols, quand vous habitez sur le terrain, que le terrain vous appartient et qu'il est en zone constructible, vous voyez, le coût du terrain n'a plus du tout la même valeur. Voilà. Et nous, on est confrontés à la non-artificiation des sols sur des friches, parfois agricoles, mais la ville ne peut pas racheter tous les terrains pour les protéger. Ça, c'est une vraie question. La non-artificialisation pose une autre question au secteur pavillonnaire aussi, c'est si on part de ce principe, c'est qu'il faut favoriser l'habitat vertical, c'est-à-dire qui est économe d'espace par rapport au secteur pavillonnaire. Bon, ça c'est d'autres questions. Pour le financement, je dirais que nous aujourd'hui on finance nos projets. La première ressource, c'est soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit l'impôt de nos concitoyens. Après, c'est l'emprunt des collectivités. Mais on est obligé, quand je prends l'exemple du SIOM, qui est un outil, vous l'avez compris, industriel et commercial, en plus de rendre un service public, il y a un juste équilibre à trouver entre les deniers publics et les partenaires privés qui travaillent avec nous. Juste là-dessus, nous, on a un projet comme ça, on a travaillé avec une société qui possède en fait des centres commerciaux et donc des terrains qui sont associés. On a essayé d'avoir une vraie réflexion alternative sur la valorisation qu'on peut donner à du foncier non bâti. Ça permet d'essayer de rebondir. Ça, c'est très intéressant. Merci à tous. Je crois que malheureusement, on va devoir rendre la salle. Je voudrais encore remercier nos intervenants et vous montrer qu'effectivement, cette thématique est très, très porteuse. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui travaillent sur ces questions d'impact, et notamment des anciens qui ont monté une entreprise de conseil qui s'appelle Impact Cube. Donc, vous voyez que si vous voulez plus d'informations, vous m'envoyez, parce que je ne suis pas sûre que les représentants d'Impact Cube soient avec nous, mais vraiment une entreprise qui vous accompagne, parce que l'idée, c'est de faire travailler tout le monde et de faire discuter tout le monde sur ces référentiels et ces questions. Merci.